Minasan konbanwa, bonsoir. Je vais donc vous dire quelques mots en français qui seront traduits en japonais simultanément. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas donc le français, merci de prendre les écouteurs. イヤホンで同時通訳がございますので、ぜひ皆様、入り口にありますイヤホンをお取りください。フランス語のお分かりにならない方はどうぞよろしくお願いいたします。Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée importante et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Au nom de la Fondation Maison franco-japonaise et de l'Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise, sous l'égide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du CNRS, nous avons le très grand plaisir d'accueillir ce débat d'idées franco-japonais autour du sujet combien important de la régulation, des modalités de régulation des géants de l'Internet, en présence d'éminents spécialistes français et japonais qui vous seront présentés tout à l'heure. Ce débat proposé par l'ambassade de France et le pôle livres et débat d'idées de l'Institut français du Japon, sous la houlette de Sarah Bondi et de son équipe, est organisé ici dans un cadre de coopération régulier entre la Maison franco-japonaise et l'ambassade de France. Permettez-moi aussi à l'avance de remercier les deux interprètes, mesdames Ancelot et Koono, pour leur travail très précieux durant donc cette séance. Et pour commencer, je laisse la parole à monsieur Jean-Baptiste Le Sec, ministre conseiller de l'ambassade de France, qui va ouvrir cette table ronde. Je le remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Messieurs les intervenants, Monsieur Nishiyama, Monsieur Soriano, Monsieur Yamamoto, Monsieur Caselli, Madame la modératrice, Madame Hamada, Mesdames et Messieurs. Le débat d'aujourd'hui est l'un des plus importants que le pôle livre débat d'idées de l'ambassade de France à Tokyo organise cette année. Je souhaite donc vous remercier d'être présent aujourd'hui au sein de la Maison franco-japonaise pour ce débat intitulé « La régulation des géants de l'Internet permettra-t-elle de renouer avec les promesses initiales du web ?» L'ambassadeur Laurent Pic est actuellement en France. Il m'a demandé de le représenter. Je suis Jean-Baptiste Le Sec, son adjoint. Merci à la Fondation Maison franco-japonaise et à l'Institut français de recherche sur le Japon pour leur collaboration et au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie pour son parrainage. Avant de laisser la parole à la modératrice, Madame Hamada, rédactrice en chef du magazine Business Insider Japan, qui pourra nous présenter nos prestigieux invités aujourd'hui, français et japonais, permettez-moi de mentionner quelques réflexions qui animent actuellement notre action diplomatique. Nous faisons aujourd'hui le constat que le numérique en général et Internet en particulier font partie intégrante de nos économies, de nos sociétés et de notre quotidien. Mais les défis soulevés sont à la mesure de ce succès. En l'absence de cap, ces technologies peuvent se transformer en vecteurs de violence, d'insécurité ou d'inégalité. Nous sommes convaincus que plus que jamais, la coopération internationale est nécessaire pour affirmer des valeurs et des ambitions communes, susceptibles d'assurer une confiance renouvelée dans la société et l'économie numérique. Le développement de plus en plus rapide des nouvelles technologies de l'information et l'émergence de modèles de croissance fondés sur l'innovation induisent des changements sans précédent pour nos sociétés. L'apparition des géants du numérique constitue une opportunité unique pour l'économie mondiale, aussi bien en termes de gains de productivité, de création d'emplois, que de simplification de notre vie quotidienne. L'ampleur de leur réussite constitue un modèle. C'est pourquoi nous souhaitons encourager en France le développement des entreprises dans ce secteur, à la fois en France et en Europe.
Mais favoriser la croissance de ces entreprises, ce n'est pas seulement inciter les entrepreneurs à investir et à créer. C'est aussi adopter des règles justes et équitables pour tous. Je souhaiterais citer 2 sujets à cet égard. Le premier, le sujet de l'imposition des entreprises du numérique, qui est avant tout une question de transparence et de justice sociale. La taxe que nous mettons en place en France n'est pas infaillible, mais nous comptons profiter de la coopération internationale pour comprendre plus justement où la valeur se crée dans le système économique d'aujourd'hui et comment elle peut profiter à tous. La France n'est pas seule à franchir cette première étape. D'autres pays la mettent également en place. Et grâce à la mobilisation du gouvernement français, 23 des 27 membres de l'Union européenne y sont aujourd'hui favorables. De la même façon, l'action du gouvernement français au sein de l'OCDE a permis la création d'un groupe de travail pour l'établissement d'une taxe sur les services numériques au niveau international. Nous espérons réellement voir ce projet aboutir d'ici 2020. Deuxième sujet que je souhaiterais citer dans ce contexte de numérisation de nos sociétés, c'est aussi de pouvoir réaffirmer et protéger les droits individuels. On parle aujourd'hui d'innovation dans la confiance. Pour la France, pionnière dans la défense de la vie privée des citoyens, la confiance va de pair avec la protection des données personnelles. La loi informatique et liberté de 1978, ainsi que l'instance de protection qu'elle a créée, qui est l'organisme CNIL, la France fut l'une des premières à voir le jour en Europe. C'est dans la continuation de cet engagement que la France a activement participé à l'élaboration et à l'adoption au niveau européen du règlement général sur la protection des données mis en œuvre depuis l'an passé. Cette année, les réunions ministérielles du G20 et du G7 seront l'occasion pour le gouvernement français de réaffirmer cette priorité pour qu'Internet demeure une source de progrès pour notre vie quotidienne. Dans ce contexte, la réunion informelle des ministres du numérique, qui se tient aujourd'hui, 15 mai, à Paris, aura pour objectif de réfléchir aux exigences et aux valeurs qui doivent prévaloir en matière d'innovation numérique et au rôle que ces technologies peuvent jouer au service de la lutte contre les inégalités. 3 thèmes principaux seront à l'ordre du jour de ces discussions d'aujourd'hui. Premièrement, la lutte contre les contenus haineux sur Internet. La difficulté à lutter contre la haine en ligne témoigne de la nécessité de bâtir collectivement un cadre d'action plus efficace avec les plateformes en ligne. Les pays du G7 doivent être en mesure d'assurer à leurs citoyens le respect de leurs droits et de leurs libertés en ligne. Le deuxième thème est celui du développement des technologies d'intelligence artificielle et son apport dans la lutte contre les inégalités. Dans la continuité des travaux menés avec le Canada, la présidence française du G7 mettra également à son agenda la question de l'intelligence artificielle et devrait lancer officiellement à Biarritz, en août prochain, le groupe international d'experts en intelligence artificielle, chargé sur le long terme de proposer des orientations pour le développement de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain. Le troisième thème est celui de la réflexion sur le renforcement de la confiance dans les technologies numériques comme la 5G. Le déploiement de la 5G, par exemple, renforce les menaces qui pèseront sur la sécurité des communications électroniques et au-delà de toute l'activité économique. Les technologies numériques reposent toujours davantage sur l'exploitation des flux de données. Il existe un besoin de définir des règles applicables en matière de transferts internationaux des données, de leur collecte, de leur stockage
qui seront déterminantes pour le développement de ces technologies. Dans ce contexte, les pays du G7 se doivent d'adopter une stratégie visant à concilier le développement de l'innovation et la diffusion de ces technologies, tout en assurant à leurs citoyens un environnement de confiance qui garantisse le respect de leurs droits fondamentaux, comme la protection de leur vie privée et de leurs données personnelles. Nous espérons pour nos concitoyens que cette coopération permettra d'avancer efficacement sur l'ensemble de ces sujets. Enfin, au cœur de la numérisation de nos économies se trouve la libre concurrence et la transparence. Il nous faut garantir pour tous un accès équitable au marché du numérique. Nos cadres réglementaires doivent pour cela prendre en compte les spécificités des nouvelles technologies afin d'assurer une concurrence juste. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, incarnent un espoir extraordinaire d'innovation et de compétitivité de nos industries. C'est en nous inspirant de ces modèles qui ont révolutionné l'organisation du travail que nous favoriserons l'émergence de grandes entreprises du numérique au sein de l'Union européenne. La France est engagée dans la promotion d'une gouvernance qui avance avec son temps. C'est en fixant des règles justes à tous les niveaux, pour tous les acteurs, dans tous les pays, que nous profiterons ensemble des avancées technologiques et de la voie que les GAFAM nous ont ouverte. Merci à tous pour votre attention et bonne conférence.ここからはですね、私、ビジネスインサイダージャパンの編集長をしております浜田がモデレーターを務めさせていただきます。今日のですね、テーマはこの巨大 IT 企業の規制という、ちょっと大きなテーマなんですけれども、皆さん非常にご関心が高い、テーマかと思います。今、講師のお話からもありましたが、GAFA という言葉がもう聞かれて、本当に日本でも 1,2 年経ってるわけですけれども、これに対してですね、私、個人としても、例えばあとにせっかく今日経済省の西山さん来てらっしゃるので、日本としても、あとどう向き合えばいいのかということを、フランスの今日は事例なんかもお聞きしながら、ぜひ議論を深めてまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、最初にパネリストの方からですね、自己紹介を兼ねて、この巨大プラットフォーマーのとか個人情報の問題とですね、どういうふうに関係していらっしゃったか、どう向き合っていらっしゃったのかということを、少しずつお話ししていただければと思います。山本先生からお願いします。慶応大学でのロースクールですね、慶応大学のロースクールで憲法を教えている山本と言います。私憲法の中でも、情報プライバシーを研究してきました。で、当然その情報プライバシーとこの巨大 IT 企業というのは非常に密接に関連しておりまして、実は経産省の方何人かいらっしゃってますけれども、経産省中心になって、組まれたプラットフォームの規制検討会と言っていいんですかね、検討会の委員をさせていただきました。でこのプラットフォームの規制の問題については、プライバシーの問題はもちろんあるんですけれども、私自身はそれにとどまらないのかなと。実は憲法っていうのは、皆さんもご存知の通り、権力をどういうふうに規律していくのかということが実はメインテーマです。でそうすると最近では国家と同じぐらい、あるいはそれ以上に力を持ち始めたプラットフォームというものをどういうふうに規律していくのかというのは、実は極めて憲法的な課題であるので、そのプラットフォームに力が集中してくると。でこの力をどういうふうにうまくですね、抑制と均衡の関係に立たせて規律していくのかというのは、実はこれまでの憲法的な思考とですねマッチするところもあるかというふうに思っています。ですからプライバシーの観点、そして権力っていうものをどういうふうにうまく
マネージメントしていくのか、こういう観点からも非常に興味を持って、研究というかですね、考えてきたということでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では次、串入さんですね。串入さん、社会学者ということなんですけども、社会学者ってこの問題どういうふうに向き合っていらっしゃったんでしょうか。Merci, bonsoir à vous toutes et vous tous. Je m'appelle, comme on l'a dit, Antonio Casilli, et je suis un sociologue d'un type un peu particulier. Je suis un sociologue du numérique, du phénomène numérique, et d'une part des conséquences des technologies de l'information et de la communication sur la société, mais aussi un sociologue qui étudie dans quelle mesure ces technologies réactualisent un ensemble de notions et de concepts et de comportements qui sont liés à nos sociétés. En l'occurrence, par exemple, j'ai longtemps étudié la question de la vie privée et de comment elle est reconfigurée par Internet et les technologies sœurs. Je l'ai étudié dans le cadre de plusieurs projets de recherche et j'ai publié à ce sujet plusieurs livres et articles. La position que j'ai défendue dans ces ouvrages consiste à dire que l'arrivée des plateformes a profondément bouleversé nos concepts de vie privée et l'a obligé à évoluer, aller dans un sens qui est moins lié à une protection d'un ensemble de données définies une fois pour toutes, et évoluer vers une nouvelle forme de vie privée comme négociation. Négociation entre qui? Entre les individus, les plateformes eux-mêmes et les États. Et lié à cette notion, ou plutôt à ces travaux, il y a aussi la question qui est une question qui m'occupe depuis plusieurs années aussi, qui est celle de qui produit les data, les données que nous appelons personnelles. Or, évidemment, on croit à l'idée de principe que, parce qu'elles sont des données personnelles, elles sont produites par les personnes mêmes qui sont concernées. Notre adresse, notre nom, c'est notre nom et notre adresse. Alors qu'en réalité, autour de chaque donnée que nous publions en ligne, il y a aussi tout un ensemble d'activités qu'on appelle du digital labor, du travail de production et d'amélioration des données, et que ce digital labor est aujourd'hui au cœur même d'une activité de production d'intelligence artificielle, parce qu'elle est utilisée, ce type de travail est utilisé pour entraîner des algorithmes qui apprennent. Donc je termine tout simplement en disant que dans mon activité, je suis aussi non seulement impliqué dans des projets de recherche qui sont, disons, de recherche publique universitaire, mais que je suis aussi impliqué dans des activités qui sont plus liées aux activités de l'État. Donc en tant qu'expert de la vie privée, j'ai été membre du groupe d'experts du Conseil d'État français en 2014 lors de la parution du rapport sur le numérique et les libertés fondamentales du Conseil d'État. Et plus récemment, j'ai été aussi auditionné et aussi j'ai fait partie du groupe d'experts qui a travaillé avec le Conseil numérique, Conseil national du numérique français sur l'intelligence artificielle. ありがとうございます。デジタルレイバーという馴染みのない新しい概念も話されたので、ぜひ後で詳しく伺いたいと思いますけれども、次はじゃあ経産省の西山さん、よろしくお願いします。経済産業省の西山です。今の商務情報政策局長ということでデータに関係している仕事を今もちろんしてるんですけれども、今のポストかどうかにかかわらずですね、私もいろんなポストでしょっちゅうフランスで長引く当然パリには出張させていただいておりまして、つい先だって日本でいうところのゴールデンウィーク直前ぐらいですかねにもパリに伺う機会がございました。したがって今日は部下にはですね、大体あまりしょっちゅうされてパリに行ってるものですから、本当に仕事で行ってるのか、なんか他に興味があるから行ってるのか疑われているぐらいですから、今日は
この討論会には私の今の商務情報政策局長ということで呼んでいただいているのか、あんまりそんなにしょっちゅうパリに行ってるんだったら、これぐらいこのシンポジウムくらい出てみろよということで言われてるのかちょっとわからないんですけれども、いずれにしてもお呼びいただいてありがとうございます。で今の商務情報政策局長としての仕事としてはですね、もちろん今日関係している今日のテーマとの関係ではもちろん非常に狭い意味ではデジタルプラットフォーマーの問題についてどう考えるかということもあるのですけれども、もちろんさらに幅広い意味でですね、我々日本政府はソサエティ 5.0 と言ってるわけですけれども、やっぱりデジタル技術の浸透をきっかけとして社会の在り方が非常に大きく変わろうとしているということを多面的に考えようということでさまざまな取り組みをしております。それでお呼びいただいたんだというふうに思っておりますが、同時に先ほど講師からもお話がございましたけれど、今年は申し上げるまでもなく我々日本がちょうど G20 のホスト国の順番でございまして、で同時にG7 のホスト国が先ほどちょうど今週ですからまさにデジタル大臣会合をパリでやっておられるわけですけれども、フランスがホスト国ですので、そういう意味でもフランス政府とは非常にコンタクトをさせていただく機会も多いですし、こちらが勝手に思っているのかもしれませんけれども、結構似たようなことをですね、お互いにG20 なり G7 のテーマとして取り上げようというふうに取り組んでいるのではないかというふうに思います。だから最後に少なくとも G7 でですね、G20 でもですね、日本とフランスがこう並ぶとですね、なんかすごい規制の好きそうな人たちが2人で並んでいるという、思われがちですし、現実に今日のテーマも全くそうになっているわけですけれども、ただ私がフランスの政府の方とお話しさせていただく限りにおいては、もちろん何らかのルール、規制というのはもちろん必要なんですけれども、今お話がありました通り、少しその規制ルールにしてもそれ自身がよりスマートなものにやっぱり変わっていく必要があるんじゃないかということは、これもまたフランスの方々といろいろ共有させていただいているのではないかと思うので、ぜひそのあたりのことも今日ご議論させていただければありがたいと思います。以上です。ありがとうございます。ではフランスの、政府当局からですね、ソリアノさんに来ていただいたんですけれども、よろしくお願いいたします。Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être au Japon pour parler de ce sujet important. Japon, grand pays de technologie, avec lequel je crois nous avons effectivement beaucoup à construire sur ce sujet de la régulation. Et je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec le collègue du METI, M. Nishiyama, sur le fait que les régulations que nous allons devoir penser devront être très différentes. Et j'ai même parfois j'ai essayé de résumer ça en une phrase qui est que pour réguler les barbares, il va falloir barbariser la régulation. Je ne sais pas si c'est facile à traduire en japonais. Mon point de vue, mon point de départ, ma position, c'est que je suis aujourd'hui président de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications en France. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé pour la régulation et pour la concurrence dans les domaines des nouvelles technologies et des télécoms. Et mon regard, c'est de considérer qu'aujourd'hui, le mécanisme de la concurrence est cassé dans les secteurs des technologies, dans Internet. Et tout à l'heure, M. Yamamoto disait que les big tech sont plus puissants que les États. Les États, en tout cas la France et le Japon, ont choisi le dirigeant avec le vote. Et dans l'économie, normalement, on choisit les entreprises par la concurrence, parce qu'on a le choix. Mais quand il n'y a plus le choix, alors ça ne fonctionne plus.
ありがとうございます。それではちょっと議論に入っていきたいんですが、最初にですね、多分その GAFA へのなんとなく皆さん漠然とした不安感みたいなのが広がってきてるなというふうに感じているんですけども、個人個人の皆さんの心の中で一番の不安といえば、自分のその、個人情報というか自分のデータがこういった巨大プラットフォームに、どのぐらい集められていてどういうふうに使われているのかというのが、個人としては非常に心配な方が多いのかなと思っています。あまりまだ日本ではそんな議論になってないんですけども、ヨーロッパでは早くからその個人情報の保護と、個人の元にその自分のデータを取り戻すという方の動きが早くからありまして、 GDPR みたいなものができていますけれども、一体そのGAFA に代表されるような巨大なプラットフォームができたことで何が起きているのか、今現在その個人の生活に関わる部分、企業活動の部分なので何が実際起きているのかっていうのを山本さんとカシーさんに、主に日本、欧州の、現状ですね、なんかお話しいただきたいと思うんですけども、ぜひカシーさんの方から、お話をしていただけますでしょうか。La situation en Europe est caractérisée par une conscience aiguë de la gravité des attentes qui sont portées à la vie privée dans le cadre de l'Internet actuel. Ceci est dû d'une part à une tradition qui, surtout dans un pays comme la France, remonte certainement à même aux années 70 du siècle passé. On a cité en introduction une loi qui remonte à 1977, qui est la loi informatique et liberté, qui est une loi française, qui imposait des formes, certes plutôt, selon le standard d'aujourd'hui, primitives, on va dire, d'accès aux données collectées par des entreprises tierces. À l'époque, c'était des entreprises qui collectaient sous forme de papier nos données, nos informations personnelles, mais c'était un premier effort dans la direction qui allait ensuite devenir le RGPD ou GDPR en anglais. Il y a aussi une autre loi très importante européenne qui est une loi allemande. En fait, c'est une décision de la Cour constitutionnelle allemande de 1983, qui par la suite a été adaptée tout un ensemble de dispositifs légaux, qui établissait le principe de l'autodétermination informationnelle des individus. Sur la base de ces deux piliers, et aussi évidemment en adaptant ces principes à la situation actuelle, qui est caractérisée par des oligopoles numériques qu'on appelle des plateformes digitales. Plus récemment, l'année passée en réalité, on a adopté au niveau européen ce règlement général sur les données personnelles, lequel établit un ensemble de principes qui me paraissent très importants dans la mesure où, d'une part, généralise et adapte à la situation actuelle ce qu'on avait déjà établi dans les années 70 et 80 du siècle passé. Donc, effectivement, l'idée de base est que, par exemple, à travers le RGPD, les usagers des plateformes numériques puissent aujourd'hui demander à Facebook, Google, Amazon, les données que ces plateformes ont collectées sur eux, et en plus qu'ils puissent avoir une portabilité de ces données. C'est-à-dire que, par exemple, on puisse les importer d'une plateforme à l'autre. Et donc, il y a aussi d'autres principes qui sont établis en termes de protection, en termes de recours légaux que les usagers peuvent avoir au niveau de chaque pays contre les plateformes. Et il y a aussi un autre principe très important dans le règlement européen sur la vie privée, qui consiste à dire qu'aucun traitement de nos données personnelles ne peut être entièrement automatisé. Il doit toujours y avoir une intervention humaine. Tous ces principes sont extrêmement importants dans la mesure où, quand on pense aujourd'hui à nos usages numériques, à nos pratiques sur Internet, on voit que les grandes plateformes nous imposent une modalité d'utilisation des technologies qui commence pour tout le monde
par un enregistrement. L'acte de s'enregistrer sur une plateforme, que ce soit en donnant son numéro de téléphone en ligne ou à WeChat, ou en laissant son adresse email, en s'inscrivant sur Facebook ou sur d'autres plateformes, ça c'est la première donnée qui est collectée. Et qui est une donnée de type particulier. C'est une donnée d'identification. Il faut dire qui on est. Donc il faut déclarer notre identité. Et là c'est un changement radical par rapport aux, si vous voulez, aux décennies, au siècle passé même, parce que historiquement, dans nos sociétés, les autorités qui avaient la puissance, le pouvoir d'identifier les individus, c'était les États. Et donc on est passé d'un État qui identifie et qui donne aux individus son identité, à travers par exemple sa pièce d'identité, à travers le nom, qui est un nom national, etc. On est passé à une situation dans laquelle, effectivement, c'est des entreprises privées qui opèrent cette identification. Et à côté de ça, évidemment, il y a la question, suite à cette identification, du traçage des comportements. Une fois qu'on a identifié une personne, on peut suivre ce que cette personne fait dans ses déplacements, dans ses comportements, dans ses échanges, dans ses expressions de ses opinions, de ses croyances, et ainsi de suite. Ce qui évidemment pose la question, ou le problème, on met face au problème de l'énorme masse de données qui sont collectées. Et donc, si vous savez évidemment que certains ont déjà tenté d'estimer la masse de ces données, question de, comme le dirait M. Yamamoto, de s'effrayer, d'avoir de la crainte face au big data. Par exemple, récemment, il y a quelques années, un juriste européen qui s'appelle Max Schrems a demandé à Facebook toutes les données que Facebook avait collectées sur son profil, et c'était le profil d'une personne sur 2 milliards presque d'utilisateurs, et cette personne, ce juriste, a reçu un PDF, un fichier PDF qui faisait 18 000 pages. Ce qui est évidemment inquiétant, et je termine en disant tout simplement que, bien sûr, l'inquiétude face à la collecte des données, à l'énorme masse de données qui sont stockées, ne doit pas nous faire oublier non plus que la collecte n'est que l'un des aspects de l'activité de ces plateformes. L'autre aspect extrêmement important, c'est le traitement de ces données, c'est l'analyse de ces données. Et comment font-elles ces plateformes pour analyser? Elles mettent en place des dispositifs d'analyse algorithmique, c'est-à-dire des modèles mathématiques qui en plus sont de type particulier. C'est des modèles qui apprennent. Aujourd'hui, les algorithmes par exemple Facebook ou Amazon, ou en général ce qu'on appelle les GAFAM, donc les géants de la tech, sont des algorithmes qui apprennent en suivant les exemples que nous-mêmes fournissons. Et donc par exemple, si je décide de regarder, de visionner une vidéo sur YouTube, et après je regarde une autre vidéo du même type, sur la base de ces quelques exemples, l'algorithme YouTube va ensuite me suggérer d'autres vidéos qui devraient normalement être adaptées à mon propre goût. Alors voilà, la question de la collecte est un aspect important. La masse énorme de ces données est importante, certes, mais il ne faut pas non plus oublier que le traitement est un autre sujet qu'il faut aborder rapidement, parce que derrière tout traitement de données, il y a des critères qui sont établis par cette même plateforme. C'est ces plateformes même qui établissent, par exemple, sur la base de quoi on me suggère une vidéo plutôt qu'une autre, ou alors d'acheter une marchandise plutôt qu'une autre. ありがとうございます。山本さん、でも今の話を聞いていると、もちろんその自分のデータがそんなにも集められているのかという、もちろん不安はあります。でも例えば実際に Amazon を使ってみる、Facebook 使って便利なんですよね。じゃあどんどんおすすめ出てくる。便利です。今もおっしゃってました。アルゴリズムでおすすめ出てきますよね。私たちはその個人情報を提供することである種の利便性を得ているわけですよね。それぐらいだったらいいじゃないって多分思う方もいらっしゃると思うんですけども、これのどこが問題なのか、そのデータが集められて解析されることの何が問題なのか、もう少しちょっとその辺も踏まえてお話をしていただけますか。もうカッシーさんがほとんど
プラットフォームの、ある意味のリスク面をこうおっしゃっていただいたので、あんまりお話しすることないかなと思いましたけど、今浜田さんの問いに答えるとすると、一つはその、ある意味での誘導っていうことなのかなと。報道なんかを見るとですね、例えばさまざまなこう SNS 等でこう発信するデータからギャンブル依存症みたいなことをこう予測プロファイリングすると、こうギャンブル依存症だということが予測された人に、なんかこうギャンブルめいたことをギャンブルに関連するような、広告を送ると、そういう意味ではこうハマらせておけるわけですよね。これはちょっとこの前ある人と話をしていても、日本でもちょっとこれは定かではないんですが、例えば糖尿病の患者の人を例えば予測をして、それに対してこう甘いものスイーツをこう出せたですね、そういうこれちょっと私確かめたわけじゃないので、はっきりしたことは言えませんけれども、つまりそのプロファイリングによってその人のこう精神状態とか心理的な傾向とか、あるいはそのなんて言うんでしょうね、そのさっきのそのバルネラビリティ、その脆弱性ですよね、こういったものも予測をして、カモにできると、こういう、これは消費者保護の観点から問題になってくると、もちろんプライバシーの問題もあるし、こう消費行動がある意味で誘導されるという側面が一つあるのかな。でもう一つは、中国なんかで、最近非常に普及していますけれども、信用スコアみたいなものがあるわけですね。ですからプラットフォームがかなり多くのデータを集められますので、そこからその人の社会的信用度をスコアリングすると、いうことがあって、そうするとその自分の知らないところで、自分のですね評価がされたりとか、あるいは本来使うべきじゃない例えば人種ですとか、あるいはその性別とか遺伝的な生来的な要素ですよね、遺伝的生来的な要素が評価に使われてしまうと、こういうこともあり得る。これは差別にもつながってくるのかな。もう一つやっぱり最後言っておきたいのはやっぱり民主主義との関係で、これはよく言われるフィルターバブルという現象が言われてますけれども、これはプロファイリングをしてその人の趣味嗜好あるいは政治的な考え方に合わないと思われるようなものを排除して、合うと思うものを送ると。でそうするとその人は自分好みの泡に閉じ込められるわけですよね。こういうものをフィルターバブルと呼んだり、あるいはインフォメーションコクーン、情報の前というふうに呼んだりしますけれども、非常に閉じた世界が作られてしまう。これがその民主主義に与えるリスクというのは結構大きいんじゃないかと。つまりその自分と違う他者と接触する機会っていうのが減じられてしまうので、社会的な分断のですね原因になってくるんじゃないかと。そういう意味で民主主義を非常に弱めてしまうのではないかみたいなことが言われています。ですからプライバシーだけじゃなくて、おそらくその消費者保護の観点、あるいはディスクリミネーション、差別の観点、デモクラシーの観点、そうですね、格差の問題なんかが出てくるだろうと。もう一つそこちょっと付け加えて、ですからそのプライバシー、まずこれ大事なんだけれども、そうじゃなくて、例えば競争政策の観点も今後重要になってくるだろうと。例えばプライバシーというと基本的にはさっき自己決定という言葉がありましたけれども、同意すればいいという話になってくるわけですよね。ところが今の SNS っていうのは我々どうしても生きていく上で不可欠な社会的なインフラになっているので、同意しないとサービス使えないということになると同意せざるを得ないという問題が出てくる。でもこれは今日本でも独禁法上の優越的地位の乱用と、消費者に対する優越的地位の乱用ということで対処していく。これはその個人情報保護とかプライバシー大事だというふうに言っても、それだけでは多分対応できなくて、競争政策の観点が必要だったり、あるいは選挙の問題、エレクションの問題ですよね、という観点を考えていかなきゃいけなかったり、あるいはそのフィルターバブルの問題でいくと、どういうアルゴリズムでそういうニュースを送っているのかと、こういうことの透明性なんかも今後は重要になってくるのかな、非常に総合的な検討が今後は求められてくるのかなというふうに思っております。単にそのプライバシーの問題だけではないそうですね。民主主義のモデルって、皆さんもご記憶に新しいのは、さっきのアメリカの大統領選挙でフェイスブックのデータが使われたということとか、私メディアをやっていると、非常に皆さんもいくつかニュースアプリ入れていらっしゃると思うんですけども、プッシュ通知で来るニュースって、それぞれかなりパーソナライズ化されていまして、それってかなり違うんですよね。
そうするとこう見ているやっぱりこうニュースが人によって違う、さっきおっしゃった本当にこう同質化したニュースしか見なくなる。もうですね、僕なんか野球のニュースばっかりでですね、もう本当もうだんだん飽きしてきていて、もう新聞がすごく新鮮に感じるみたいなところがあるんですね。そうどうなんですか、フランスだとどれぐらいこうパーソナライズされる、ニュースとかってどれぐらいパーソナライズされてるのかちょっと聞いてみたい感じがします。カッシーさんどうなんですか、皆さん見てるニュースかなり違いますか？フィルターバブルの度合いですよね。度合いですね。Le débat est certainement là. Le débat sur la question des bulles de filtre, ou il y a une autre manière de le dire, c'est les chambres d'écho. C'est-à-dire que, selon certaines analyses, ces plateformes nous mettent chaque individu dans une situation dans laquelle toujours la même information est réverbérée. Donc c'est un peu l'idée de cet exemple du baseball que M. Yamamoto a avancé. Certes, la question devient importante, mais j'aimerais aussi souligner un aspect qui est crucial à mon avis. Il ne faut pas non plus croire que les plateformes sociales, donc les médias sociaux comme Facebook ou comme YouTube par exemple, soient les seuls responsables de certains désastres politiques pour nos démocraties, comme le scandale de Cambridge Analytica qui a été cité en relation aux élections présidentielles de 2016 aux États-Unis. Facebook a certainement subi par la suite ce scandale tout un ensemble de remises en question. Mais il y a une autre plateforme qui a, à mon sens, joué un rôle encore plus important que personne n'a jamais remis en cause, et qui est Amazon. Figurez-vous que l'entreprise Cambridge Analytica, afin de constituer son énorme fichier de plus de 50 millions de citoyens américains à cibler de manière très fine, très sophistiquée, très précise, avec des messages publicitaires, avait utilisé pour constituer un premier noyau une plateforme spécialisée qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Sur cette plateforme, on peut, si vous êtes une entreprise, recruter des travailleurs qui, en échange de quelques centimes de dollars, vont réaliser pour vous ce qu'on appelle des micro-tâches. Les micro-tâches sont des comportements très très simples qui consistent par exemple en l'occurrence à répondre à quelques questions et par la suite se connecter à son profil Facebook et télécharger toute sa liste d'amis Facebook. Et c'est en faisant ça, avec à peine quelques milliers de micro-travailleurs, donc de personnes réalisant des micro-tâches sur Amazon Mechanical Turk, que Cambridge Analytica a constitué un fichier énorme, parce que vous commencez à demander à 10 000, 12 000 personnes de répondre à un questionnaire et de télécharger leur liste d'amis. Chacun d'entre nous a entre 130 et 310 amis sur Facebook en moyenne, et donc vous multipliez, et très très vite, vous passez aussi aux amis et aux amis des amis, et vous demandez de faire la même chose à d'autres personnes, et on constitue cette énorme masse de données. Donc la bulle d'information, la bulle de filtre est certainement une question liée au type d'information qui circule, mais il y a aussi certaines bulles d'information, ou plutôt bulles de personnes, d'êtres humains, de données personnelles qui sont collectées, qui sont constituées grâce à finalement des combines, voire des actions qui sont semi-légales, comme dans le cas de Cambridge Analytica. ありがとうございます。さてここからは西山さんと反谷さんに伺いたいんですけれども、今その個人のデータがあまりにも膨大に、特定の企業に集められることについて、お二人から、現実に何が起きているか、その問題点という指摘をしていただきました。西山さん、西本反谷さんには、この懸念というのは、私たちがちょっと過剰に反応しているのか、いやいや、この不安というのはどういうふうに特にその政府の当局者として捉えられていらっしゃるのか、また今その実際に政府の中ではそれぞれの政府の中でどんな議論がされているのかということを少しお話ししていただいてもよろしいですか。では西山さんの方からよろしいでしょうか。はい、さっきちょっとお話をしたように、まず順番にお話をするとまさに全面的なデジタル化とかデータがこれだけ使われるということによってですね、
やっぱり社会に求められているガバナンスのあり方がですね、すごく大きく今変わろうとしているということはある種はっきりしてるんだと思うんですね。それでちょっとお話を2つに分けるとですね、今日もちろんこのプラットフォーマーがテーマですので、それを中心にお話をさせていただきますけれども、よく考えた方がいいのは、もちろんこのプラットフォーマーの問題、あるいはそれとプライバシーの関係、非常に大きな問題なんですけれども、ただこのこと自身はですね、今までの社会が前提していたような人と人との関係性と、あるいはその経済的な取引の在り方がものすごく大きく変わった中の一つの現象として起こっている面があるので、例えばちょっと理屈っぽくなりますけれど、もともとの少なくとも経済学で教えていたのは、人と人との経済取引の関係っていうのは基本的に価格、これがいくらですっていうことが分かっていれば基本的には取引が成立して、それによって比較的なんですか、分散、集権的じゃなくて分散的な意思決定、それぞれの人がそれぞれの立場でチョイスができるっていうことが保障されてできたということになっています。でその時にいやいやこのデータがこれだけ集められるようになると、以外のデータも知りたくなれば知れるようになるっていうことが起きてしまっているわけですね。このちょっとプラットフォーマーに行く以前の問題として。でそうするとですね、それ自身は便利なことではあるんです。ただおっしゃられてるだけど、そうなるともともと今の経済法制とか経済取引のルールというのはそういうことが可能になるというふうに考えられる以前にできていることだからそれとなかなか合わないことが起きているということはあちこちでおそらく起きていて、後で機会があればお話ししますけど、そういうことのある種の一つの現象だと思われた方が、なんていうのかな、このプラットフォーマー、ちょっと言葉をすごく乱暴に言えば、プラットフォーマーっていうのをなんかすごい対峙すると、他も全部解決するということでは必ずとないかもしれない。だからもう少しホーリスティックな問題だから、そのことは少し考えないといけないというのが一つ目です。それから二つ目はですね、もちろんこれいろんな論点があるんですが、我々はそれこそG7、G20 の関係で議論をしているんですが、まずはですね、今もカッシーリさんからお話がありましたけれど、まず入り口として個々の消費者であれ、ひょっとしたら生産者であってもですね、今例えばプライバシーの情報であれば、それがどれぐらいどこにあって何に使われているかということが、まずおよそ把握ができないということが、まず大前提として問題があって、例えば私個人でもそうですけれども、当然個々の取引の際に私の個人情報を使いますとどうでしょうかって同意してくださいって当然同意する必要があるわけですけれども、しかし毎日何回同意してるかちょっと別に人によって違うでしょうが、それ自身がアキ名としたらどうなってるかっていうのを分かるようになっている可能性はほぼないわけですね、消費者の側で。というまず自分に関係する情報がどこにトータルとして扱われているかっていうことを知ることができる環境にないということと、それからもう一つは先ほどおっしゃられたように、これも両面あって、もともと何国運でしたっけ、ごめんなさい、インフォメーション国運、これもあえて議論のために申し上げれば、もともとまさにインターネットができて、という社会がある種逆の面を強調したところが、要するに自分が直接フィジカルに知り合う人たち、集団だけじゃなくて、それを超えてつながれるっていうのがあって、それ自身はある程度実現された面があるんだけれども、でも気が付いていたらそれ自身には自分が理解しないところでなんですかね、エンクロージャーみたいな、囲い込みみたいなのが行われているということが説明されてないということがあってですね、まずはそのことについて
自分のプライバシーのもう一回繰り返すと現実問題その一人一人の消費者として考えたときに自分のデータをどう扱うかということについてもですね、そういうなんていうか俯瞰性というか理解可能性がないと、なかなかどう対処していいかというのは非常に難しいところがあるのと、それから繰り返しになりますけれど、企業がアルゴリズムを使って何かをするということそのものはですね、それを禁止をするアルゴリズムを使っちゃいけないって話なんで、それはできないんですけれども、じゃあそのアルゴリズムを使っているときに何をそれで実現しようとしているのかということ自身はですね、やっぱり企業自身がプラットフォーマーに対応されてアカウンタブルにならないとですね、それはやはり良くないんだろうと。でなので我々が今考えているのはですね、もちろん今我々も GDPR の初めての硬い言葉で十分性認定、日本はある程度同じような仕組みを持っている国としてもちろん認定もされてるんですが、その先にですね、今のような消費者から見たときにどうすればもう少し消費者というか個人から見たときにどうすればもう少しトータルに自分の情報がどう扱われているかを理解できるのか、あるいは逆にさっきのインフォメーション国運のようなことについてどういうふうに実態としてなっているプラットフォーマーが説明するみたいな、これもものすごく長く細かく説明するということが、もちろん会になるかというと分かるように説明しないと説明にもそもそもならないので、そういうことについての共通の了解が必要なんじゃないかということで、つまり何が言いたいかというと、法制の整備、GDPR を見習いながらいろいろな国内の個人情報保護の整備をするのに加えて、さっき申し上げてた問題をこれもある程度テクノロジーをそれこそ理解しながら解決する手段を探す必要があるんじゃないかというふうに思っているということです。今いろんな有識者会議とか検討委員会を作られて、特に日本のプラットフォーマーの方も入れて議論されていると思うんですけども、ちょっとお伺いしたいのが今日本のプラットフォーマー、主に日本のプラットフォーマーの人たちに対して規制も含めてどういうふうな在り方をしたらいいかということを考え始めると、ものすごい勝者として GAFA がいてですね、もうそこで規制させられたら俺たち勝てないよみたいな、そんな多分日本企業の声を聞くんですけども、その辺はどういうふうに巨大な、グローバルな GAFA という存在に対して日本のプラットフォーマーっていうのはまだまだ力が弱い、その段階でもっとじゃあ情報開示しろ、規制しろっていうふうにすると、日本の逆に産業の規制ということになってしまうと思うんですが、その辺はどういうふうに議論が進んでるんでしょうか。まずですね、その今の検討会の中で直接議論されてどこまで議論されているかは別にして、これも先ほど橋入さんからお話があったように、消費者から見たときに個人から見たときに選択肢があるってこと自身が重要だということがあるわけですね。なのでそういう意味においては別に海外だから国内だからということで必ずしも仕分けしているのではないかもしれませんけれども、少なくともサービスを利用する側から見て誰か特定のプラットフォーマーだけに依存しなきゃいけないという状態は解消するようにしましょうというのができるようにするということがあるわけです。それから第二にこれはちょっと今このお話はプライバシーの話からずれてしまうかもしれませんけれども、競争政策という観点から見るともちろん個人の情報をデジタルプラットフォーマーがどう扱うかっていう問題、それはそれであるんですけれども、取引関係にある他のビジネスの人たちが非常に不利益、分かりやすく言えば中小企業が不利益に取り扱いをしたりちょっと乱暴な言い方かもしれませんけれども、それが天野のご質問だったのかもしれませんけれども、ある種プラットフォーマーとプラットフォーマー自身が取引をしたり競争をするという、もっとはっきり言えばいろんな国にですね、ここまで河川的巨大にはならないようなプラットフォーマーができて、それ自身が競争したり取引をするということで健全な状態を使わないと、プラットフォーマーそのものを世の中からなくそうとするとですね、というのはできないというかということなので、そういう環境を作ろうとしようとしているということだと思います。なるほど、ありがとうございます。反原さんのこの問題についてなんですけど、
事前の打ち合わせで非常に印象的だったのが GAFA への懸念は個人情報の問題だけではないということをソリアノさんおっしゃっていたので、ぜひそのあたりも含めて、フランスではどういうふうな制度を作り規制をされてきたのかも含めてお話をしていただいてもよろしいでしょうか。Oui, je vais revenir sur la réglementation en France et en Europe. Je pense que c'est plus intéressant. Donc, effectivement, en Europe, il y a eu un acte fort à travers le règlement qui a été rappelé, le GDPR, le Règlement général sur la protection des données personnelles, mais ça n'est pas la seule initiative. Sur le volet économique que vient de mentionner mon collègue du METI, il y a un règlement qui vient d'être adopté par les institutions européennes pour réguler la relation entre les grandes plateformes et les petites entreprises. Ce règlement s'appelle Platform to Business. C'est un règlement qui est encore un peu timide à mon goût, mais qui pose un premier jalon. D'abord parce qu'il pose des définitions. Nous avons maintenant un texte européen qui définit ce qu'est une plateforme. Ça peut vous paraître évident dans votre usage quotidien, mais juridiquement, de pouvoir bien cerner cette question de la plateforme, c'est déjà une première étape. Ensuite, il y a un régime d'obligations qui sont imposées à ces plateformes dans leur relation avec toutes les entreprises avec lesquelles elles sont en relation. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un dispositif spécifique? Parce que ces plateformes, comme leur nom l'indique, elles mettent en relation plusieurs typologies de personnes qui interagissent. Quand vous êtes par exemple sur Rakuten, Rakuten est en relation avec des utilisateurs qui vont acheter sur Rakuten, mais Rakuten va aussi être en relation avec des marques ou avec des petites entreprises qui vont être hébergées par Rakuten. Et potentiellement, évidemment je dis Rakuten pour donner une situation japonaise, mais chez nous c'est Amazon. Cette situation, elle peut mener Amazon à abuser un peu de cette situation, non pas vis-à-vis du consommateur. Le consommateur, il est bien traité. On lui fait des super offres, Amazon Prime, on le livre très rapidement, il est très très bien traité le consommateur. Mais en revanche, la petite PME, elle peut être exploitée. Et elle n'a pas forcément d'alternative. Et donc pour réguler cette situation, l'Europe a décidé de mettre un principe minimal, qui est un principe de transparence. La relation entre la plateforme et les entreprises doit être transparente. Les entreprises, donc les plateformes doivent décrire les conditions générales dans lesquelles elles donnent accès. Ces conditions générales doivent être rendues publiques, accessibles. Elles ne doivent pas être modifiées du jour au lendemain. Et par ailleurs, les plateformes doivent mettre en place des procédures de médiation au cas où les entreprises ne seraient pas satisfaites. Donc ça, c'est sur le volet économique. J'insiste sur le fait que c'est un premier pas, et je sais en particulier que Emmanuel Macron, président de la République française, souhaiterait aller beaucoup plus loin au niveau économique. Dans le programme de son parti, qui a été publié la semaine dernière, puisqu'il y a des élections européennes, il est proposé de définir un statut spécial pour les grandes plateformes, un statut qui créerait un régime spécial au regard des règles de concurrence. Vie privée, économie, et le troisième pilier dans les régulations qui sont en cours de construction, c'est la question de la circulation des contenus. Nous venons d'un paradigme dans lequel nous voulions une très grande liberté d'expression sur Internet. Et en particulier, nous avons voulu en Europe donner un régime de liberté beaucoup plus fort sur Internet que par exemple à la télévision. Parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet, que les gens vont faire leur choix, et que les points de vue vont s'équilibrer. Et nous nous rendons compte en Europe, et j'imagine que c'est certainement la même situation au Japon, que l'espace public qu'on a espéré être très ouvert et très multiple avec Internet,
s'est en fait reconstitué autour de quelques plateformes, quelques réseaux sociaux. Et donc, il y a la volonté de changer ce paradigme, non pas pour tout Internet, il ne s'agit pas de se mettre à réguler tout Internet, mais de créer des responsabilités particulières sur les réseaux sociaux. Et il y a un rapport qui vient d'être publié la semaine dernière en France sur un sujet particulier qui est la question de la haine en ligne, le traitement de ce qu'on appelle les haters. Il y a 6 mois, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, et Emmanuel Macron se sont mis d'accord pour que 10 fonctionnaires français, il y en avait 2 de l'ARCEP, mon institution, aillent chez Facebook, puissent travailler avec Facebook pour réfléchir, pour comprendre comment ça marche, le traitement des contenus haineux, ce qu'on appelle la modération, et proposer des solutions de régulation. Et ce rapport des fonctionnaires français propose une solution très audacieuse, une solution inédite, qui est que l'État renonce à être le juge des contenus, mais à la place soit le juge du réseau social. Et que l'obligation qui est faite au réseau social, c'est de trouver les voies et moyens pour juguler la diffusion virale des propos qui sont les plus problématiques. Donc il ne s'agit pas d'interdire l'expression, il ne s'agit pas de censurer Internet, mais d'éviter que ces réseaux sociaux qui vont amplifier certains contenus problématiques puissent faire un travail eux-mêmes de régulation. Finalement, il s'agit d'accepter que c'est le réseau social qui est un régulateur, mais on crée un cadre légal autour de cette régulation et on supervise la manière dont cette régulation est effectuée. Je crois que c'est une voie très audacieuse et typiquement, ça me paraît être le type de philosophie nouvelle que nous devons adopter, me semble-t-il, lorsqu'il s'agit de réguler les big tech. Je précise qu'aujourd'hui, ça n'est qu'une proposition de 10 fonctionnaires français. Ça n'est pas encore la position du gouvernement, et donc ça n'est pas encore non plus la position de l'Europe. ありがとうございます。今、野心的なというふうにおっしゃっても、かなり踏み込んだ規制というか、大胆だなと思って、西山さん聞いてらっしゃって、どういうふうに感じられました？今まさに野心的とおっしゃいましたけど、ちょっと同じ内容かどうかは別にしてですね、我々もまさにフランス政府とも議論させていただいているんですけども、ガバナンスイノベーションということを今提案をしています。その内容はですね、何かというと、今のおっしゃられたこととちょっと重なるんですけれども、まずですね、GAFA、あるいはベースブック、どれでもいいんですけれども、自身がですね、やっぱり自分たちが、例えばプライバシーならプライバシー、もしコンテンツの選択ならコンテンツの選択について、どういうポリシーでやろうとしていて、それをどういうメカニズムで実現をしているのかということを、まず先ほど申しましたけど、説明をするというところがやっぱりスタートラインにないでですね、要するにブラックボックスを外側から規制するのでも、ブラックボックスの中身が分からないと、何を規制しているのかも分からないし、規制したように見えるんだけど、規制しないということがあるので、なおかつこれの難しさはやはり何ていうんですかね、なのでまずは基本的にはプラットフォーマー側が公平な取引をどう実現するんであれ、プライバシーの問題であれ、今のコンテンツの内容であれ、自分たちのポリシーは何で、それを仮にアルゴリズムという手段を使うんだとすると、それを具体的にどう実現しているかということをまず説明を、してもらうということ自身が出発点じゃないと、ちょっと今フランスの政府の10人の方は私と違ってできるかもしれない。例えば私がですね、行って代わりにアルゴリズム書いてこれでやってくださいって
それができれば私は役人をやっていないかもしれないので、あまりそれはまあできないわけですけど、まずはきちんと説明をしてもらうということがないと始まらないということと、それから第二に、これはその次の課題だと思いますけれども、ちょっと私が楽観的に言い過ぎかもしれませんけれども、やはりそのこと自体をめぐってまさに競争が起こる。つまりそれぞれの、プラットフォーマーがパーソナルなデータについて自分たちはどういうふうに取り扱い、でなおかつ先ほどの繰り返しになりますけれども、この難しさはどう扱っているかについてなんていうかごまかすということではないんだけれども、ある程度分かりやすく説明をしないと、なんですかね、全てのことを説明されても、それは1時間1日ある時間に限られているので、実際上それを説明されても、比較的今の同意しますかっていう契約書がそうなりがちなわけですけど、実際上なかなかそれを全部理解することができないわけです。なのでなんていうかまずポリシーとやり方を説明するというのを説明するということと、それを判断できるぐらいの流度できちんと説明をする、あるいは判断できる流度まで下げられないんだったら何らかの意味で誰かのチェックを受ける、それが政府なのか第三者なのか、それはいろんなやり方もあると思いますけど、やっぱりそういう仕組みを整えていかないとなかなかうまくいかないということだと。ただ最終的には一番いいのはそれをめぐって競争が起こる、要するにきちんとプライバシーを自分たちは保護するサービスを提供しているということをきちんと説明したユーザーがより良いサービスを選べるようにするということですね。ありがとうございます。山本さん、実際フランスの、ある程度の、規制というか提案の中身を聞いてどんな感想を持たれますか。あるべきも規律というかでは変ですけども、どういうふうに私、向き合っていけばいいのかということも含めてどういうふうにお感じになりましたか。非常に野心的というふうな言葉がありましたけれども、ある意味で非常にバランスの取れた規制なのあり方なのかなというふうに感じましたね。つまりもともと例えば憲法でいくと一番問題になるのは政府がセンサーシップ、政府が検閲をするということになるわけですね。だからおそらく政府が直接こういうコンテンツはダメだとか、いうことを判断するというのは、おそらく憲法上かなり表現の自由との関係で、検閲との関係で問題になってくると。ですからあくまでもフランスのさっきの考えだとプラットフォーム側が主体的に判断するということにきっとなるんだろうなと。たださっきちょっとお聞きしたいのは、しかしでも政府もおそらくネゴシエーションというか政府もプラットフォームに関わるわけですよね。この関わり方具体的にもうちょっと教えていただきたいなというふうに思いました。はい。それさん、山本さんから具体的に政府として、特にフェイスブックに今提案をされているということだったんですけども、どういうふうに交渉をされようとしているんでしょうか。ガーファって聞く耳持たんみたいな印象がどうしてもありまして。Merci de cette question. Parce que je suis très heureux de pouvoir développer un petit peu. Premièrement, l'idée n'est pas d'être dans une négociation avec Facebook, mais bien d'inventer une régulation intelligente. Et si Facebook a accepté de rentrer dans cette expérimentation avec le gouvernement français, c'est parce que Facebook espère aussi que la régulation française qui pourrait être inventée va donner des idées à l'Europe et peut-être au-delà. Et donc ce que cherche aussi Facebook, c'est à créer un référentiel de régulation intelligente. Et donc il y a là un partage d'intérêts qui fait qu'il y a une voie navigable. Néanmoins, c'est bien une réglementation juridiquement contraignante que nous envisageons d'imposer à Facebook et d'ailleurs à tous les grands réseaux sociaux. Dans cette régulation, l'obligation légale qui est faite aux réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens, par opposition à une obligation de résultat. Le réseau social doit développer des moyens adaptés pour traiter les contenus haineux. En revanche, il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas à ce qu'il n'y ait aucun contenu haineux. Le rôle du régulateur, dans ce cas, il s'agirait d'une autorité indépendante, sans doute pas l'ARCEP, mais une autorité comme l'ARCEP,
et son rôle serait d'agir en superviseur, en s'inspirant de ce qui existe dans la régulation financière. Après la crise financière de 2008, les gouvernements n'ont pas décidé de nationaliser les banques. En tout cas, la plupart d'entre eux. Ils ont laissé l'initiative privée. Mais ils ont renforcé considérablement la connaissance par les gouvernements de ce qui se passait à l'intérieur de la banque. Et donc, on a mis en place des stress tests pour tester les modèles de risque. On a mis en place des audits dans lesquels le régulateur peut se rendre sur place. On a mis en place de l'accès à la donnée. Je crois que M. Nishiyama appelle ça Real-Time Data Regulation, l'accès à la donnée en temps réel de l'entreprise régulée. Et donc c'est tout ce type d'arsenal que le régulateur aurait à mettre en place vis-à-vis des réseaux sociaux. Sur la base de ça, ensuite, il y aurait régulièrement une évaluation. Donc le régulateur rassemblerait la société civile, les associations qui défendent les minorités, qui peuvent se sentir insultées sur Internet, les associations qui défendent la liberté d'expression, qui au contraire vont défendre le fait qu'on a le droit de faire de l'humour, des fois. Et à partir de cette discussion, eh bien, on va évaluer si le résultat de la plateforme est globalement satisfaisant. Et s'il ne l'est pas, le régulateur va émettre des recommandations pour améliorer le processus. Donc c'est une évolution en continu. Et si le réseau social n'améliore pas son résultat, alors il s'expose à une sanction. Parce qu'il y a bien une obligation légale de mettre des moyens suffisants. Donc voilà la logique, c'est vraiment de passer d'une logique de contrôle des contenus, on arrête le contrôle des contenus, on passe à une logique de supervision du réseau social. Voilà, c'est vraiment ça la philosophie qui est derrière ce rapport. ありがとうございます。それの人お聞きしたいんですもん。いわゆるどうしても GAFA って、今言われているのが悪という、なんかちょっと悪の代名詞になっていると思うんですけど、実際に今回Facebook がこの実験に参加をされた。でそのプラットフォーム側もできれば自分たちもそこを自浄したいと、より良いそのプラットフォームを目指したい、より良い存在でありたいと。で今回その舞台を用意してくれたので一緒にやりたい、そういうふうなことをお感じになりましたが、なかなか民間企業の中だけではできなかったと。だけれども政府と一緒にやりましょうというお膳立てをしてくれるんであれば、自分たちは決して悪ではなく、みんなにやっぱりそこら辺は一緒に競争していきたい。競争というのは共に作るの方ですけども、共にそういう、より良いプラットフォームを作りたいという意思をお感じになったという感じですね。Oui et non. Il y a des sujets sur lesquels nous ne serons pas d'accord avec les big tech. C'est bien pour ça que nous avons adopté le GDPR, le RGPD. Il y a des big tech qui ont développé un modèle de monétisation de l'économie de l'attention et qui potentiellement ne s'intéressent pas à la vie privée. Et donc là, on n'est pas dans la négociation. Il faut poser des règles. De la même manière, quand on va toucher des enjeux concurrentiels, on ne va pas aller voir Google en disant « S'il vous plaît, monsieur Google, est-ce que vous seriez d'accord pour avoir des concurrents ?» Ça ne marchera pas comme ça. Il faudra imposer des choses. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels la plateforme est un peu dépassée par les événements. Et au fond, c'est dans son propre intérêt que l'État joue un rôle d'apporter une sorte de caution sociale. Parce que la plateforme est trop exposée. Elle a une responsabilité qui la dépasse. On le voit bien sur les sujets des fake news, la responsabilité des plateformes est immense. Rendez-vous compte, Facebook responsable de l'élection du président des États-Unis. C'est quand même une responsabilité colossale. Et donc, je pense que sur certains sujets, je pense aux fake news,
Je pense à la question des propos haineux, peut-être à la question des relations avec les PME, peut-être. Eh bien, effectivement, il pourrait y avoir une forme d'aide de l'État à apporter une garantie au fait que certaines choses sont faites de manière intelligente par les plateformes. ありがとうございます。カシリさんに伺いたいんですけども、日本はまだまだやっぱり GAFA という漠然とした 日本だとその漠然とした不安はあるんですが。 日本だと皆さんユーザーとしても漠然とした不安は持ってるんですが、でもこの問題に個人としてどう向き合ったらいいのか、まだまだそこの議論が深まってないように感じます。フランスではもちろんその国っていう単位ではかなり規制がしてますけれども、個人の人が自分の生活の中でこの巨大な GAFA プラットフォームと向き合う時にどういう皆さん思考してらっしゃるのか、どういう例えば利便性をある程度我慢してもやっぱり自分たちは自分たちの権利を守るのかっていうのは、そういう議論がどれぐらい深まっているのか、個人レベルで深まっているのか、あるいはそのメディアとかそういうものでかなり議論されているのか、これは規制なのか、やっぱりもうちょっと競争なのかっていうので、まだまだその議論自体が日本で盛り上がってないので、そのあたりどういうふうな今状況なのか。でその後に山本さんにぜひ、日本人としてはですね、日本としては、個人としてこの問題どういうふうに向き合っていけばいいのかっていうのをちょっとお話を伺いたいですが、まず柏木さん。